Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Hier jeudi, au palais présidentiel, le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire évoqué au cours de l'audience accordée par le vice-président de la République, Tiemoko Meiliet-Kone, à la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines. C'était en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. L'héliculture ou encore l'élevage d'escargots est une activité très rentable et moins pénible. Cette activité est en plein essor dans la région de Becker. Un projet intitulé Un jeune, une ferme d'escargots est d'ailleurs expérimenté dans plusieurs villages de la commune de Bouaké. Avec notre reporter Soro Corona, nous essaierons de savoir davantage sur cette activité. Que se passe-t-il concrètement au Burkina Faso? Le moins que l'on puisse dire pour l'instant, c'est que les tirs ont été entendus tôt ce vendredi 30 septembre dans la matinée à Ouagadougou, la capitale, dans le camp de Babassi et dans les environs du palais présidentiel de Koussiam. Des militaires occupent les grandes artères de la ville. On n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République, lu par Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence de la République, qui renseigne de la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 30 septembre 2022 sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, M. Kakou Wadja Léon Adom, secrétaire général du gouvernement, M. Roger Charlemagne Da, en remplacement de Mme Até Eliane Bimanagbo, nommé conseiller spécial du Premier ministre, chargé de l'administration du territoire. Fait à Abidjan le 30 septembre 2022. Et on reste au palais présidentiel où nous disions à l'instant dans les titres hier jeudi, le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire a été évoqué au cours de l'audience accordée par le vice-président de la République, Tiemoko Meiliet-Kone, à la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires africaines. C'était en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le récit avec Jérôme Kofi Aboula. République de Côte d'Ivoire, commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan ce jeudi. La personnalité étrangère qui y est présente aux environs de 12 heures en vue d'une rencontre avec le vice-président de la République, Tiemoko Meiliet-Kone, est américaine. Il s'agit de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis en charge des affaires africaines. Des nombreux sujets abordés à l'occasion de cette rencontre, on retient celui portant sur le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour le développement, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la sous-région. J'aimerais remercier le vice-président de m'avoir reçu. J'ai eu l'opportunité d'exprimer mon admiration pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. Ainsi, j'ai aussi eu l'opportunité d'évoquer l'importance de notre partenariat afin de résoudre ensemble les défis auxquels la sous-région est confrontée. Évoquant par ailleurs les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, l'hôte du vice-président ivoirien indique que ces relations se portent très bien et de façon tout à fait exemplaire. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un projet de loi présenté par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, vient d'être adopté à l'unanimité par les députés, membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles, 2 régimes juridiques qui traitent de la non-présence d'une personne et des décisions de justice afférentes. Konaté Moussa. L'absence et la disparition, 2 régimes juridiques distincts qui traitent de la non-présence d'une personne. Le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition est présenté aux députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Leur importance commande en effet qu'ils ne soient plus fondus dans la loi sur l'état civil, qui ne doit traiter en réalité que d'une partie des conséquences de la situation de l'absent et du disparu,
à savoir la transcription du jugement déclaratif de décès dans le registre approprié. Le présent projet de loi répond à cette fin tout en introduisant des modifications de forme et de fond dans le régime juridique de l'absence et de la disparition. Selon le texte de loi, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Il est donc possible d'introduire une requête un an après le constat de l'absence en vue d'obtenir un jugement déclaratif d'absence. Le projet de texte prescrit au tribunal saisi de rendre préalablement un jugement de présomption d'absence, d'ordonner une enquête et de prendre des mesures provisoires pour la gestion du patrimoine et le sort des enfants mineurs du présumé absent. Quant au jugement déclaratif d'absence, il ne peut être prononcé par le tribunal que 2 ans après le dépôt de la requête. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absent. 7 ans après le prononcé du dit jugement, le décès de l'absent peut être judiciairement déclaré. Concernant le disparu, il s'agit d'une personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ne soit retrouvé. À ce niveau, le texte prévoit que le décès du disparu peut être prononcé par un jugement du tribunal saisi par le procureur ou toute autre personne. Dès le dépôt de la demande, le tribunal prend des mesures provisoires comme en matière d'absence et ordonne obligatoirement une mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition. Après l'instruction du dossier, il déclare par jugement le décès de la personne disparue à une date qu'il fixe, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. À défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après 1 an à compter de la date de la disparition. Si le disparu était marié, son mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif. C'est donc à l'unanimité que les députés ont adopté le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition. Il prévoit également que lorsque l'absent ou le disparu réapparaît, il recouvre tous ses biens en l'état. Et sortant des parvis de l'hémicycle, une organisation non gouvernementale dénommée Akwaba Mousso vient de signer une convention avec la mairie de Cocody, convention portant sur la création d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. La mairie de Cocody a pris l'engagement d'accompagner cette ONG à hauteur de 18 millions de francs CFA dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Patricia Mouetia nous en parle. Cet accord, dans son exécution, permettra à l'ONG Akwaba Mousso de construire un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour la première année de fonctionnement, le centre va accueillir environ 500 femmes. Ces victimes seront prises en charge notamment par des spécialistes. Elles peuvent être référées au centre par l'un de nos partenaires, comme elles peuvent venir elles-mêmes individuellement. Les premières aides que nous leur avons apportées, ça revient à près de 18 millions par an. Et on a fait un programme triennal qui revient à 54 millions. Et nous allons voir comment nous allons augmenter pour pouvoir les aider et appeler les uns et les autres à nous accompagner dans ce projet. Pour le représentant du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée dans la lutte contre toute violence à l'égard des populations vulnérables, a renforcé les mécanismes de protection existants par l'adoption en 2014 de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Au plan national, les données statistiques de 2021 du système de collecte de notre département ministériel font état de 3019 cas de violence. Pour lutter efficacement contre ces violences qui constituent un problème de santé publique, empêchant les femmes de jouir de leurs droits et libertés, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris plusieurs mesures pour notamment renforcer le dispositif de réponse avec la création et l'opérationnalisation du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette signature de convention est la première étape d'un partenariat social avec l'ONG Akwaba Mousso dans l'appui qu'apporte la mairie de Cocody dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La deuxième édition du Salon des collectivités territoriales se tient depuis hier 29 septembre à Abidjan. Occasion pour les collectivités de réfléchir en vue d'apporter des réponses innovantes face aux défis des collectivités dans la gestion des territoires et communautés. On prépare la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du Salon des collectivités territoriales, le ministre de l'Intérieur et plusieurs autres membres du gouvernement, des élus locaux, des représentants du Royaume du Maroc, invités d'honneur. Reportage.
Développement des territoires, action publique et solutions privées. Thème au cœur de la 2e édition du Salon des collectivités territoriales. Une rencontre qui réunit entités territoriales, bailleurs, chercheurs, experts et sociétés civiles pour réfléchir et apporter les ripostes conséquentes et innovantes dans la prise en charge des besoins des territoires et la gestion des communautés. Une tribune exceptionnelle de partage, des réseautages entre les régions, entre les villes, entre les communes de Côte d'Ivoire et une plateforme pour conjuguer nos efforts, pour créer des synergies afin d'atteindre ce que nous souhaitons tous, l'émergence de nos territoires. Il est venu surtout le temps d'adopter des bonnes pratiques. Nous œuvrons inlassablement en tant que démembrement de l'État, plus proche et accessible et capable de réagir promptement aux sollicitations des populations, à apporter des réponses adéquates aux besoins réels des couches sensibles, suivant les principes de complémentarité et de subsidiarité. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, le développement des territoires passe aussi par l'amélioration du cadre de vie de qualité. L'État a principalement délégué certaines compétences aux entités décentralisées. Elles ont donc pour mission régalienne de faire de leurs territoires respectifs un cadre où s'épanouissent toutes les populations sans exclusion, en travaillant à certains facteurs indispensables à une amélioration constante des conditions de vie des populations. Développement des territoires, une tâche que chaque acteur exécute à son niveau. Nous travaillons de façon à ce que l'urbanisme soit harmonisé, que les constructions fassent l'objet d'un contrôle pour la sécurité, certes des populations, mais également pour avoir un cadre de vie qui soit amélioré. La 2e édition du Salon des collectivités donne l'occasion aux communes que nous sommes de présenter nos produits, d'avoir des collaborations avec aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a invité une fois de plus le privé à accompagner le développement des villes. Il serait avantageux d'envisager dans la mesure du possible l'implantation des entreprises dans les zones de production de leurs intrants principaux. Cette option, qui est désormais encouragée, pourrait s'avérer comme une solution à diverses problématiques de développement, notamment le surpeuplement, l'emploi des jeunes. Pour sa part, le gouvernement travaille avec les collectivités au désengorgement des villes et au renforcement des équipements des villes secondaires en infrastructures durables par des investissements directs. Un reportage signé Laure Goretti et Abou Sanogo. Autre événement important qui se tiendra à Abidjan le 30 novembre prochain, la 8e édition de la TICAD, la conférence de coopération pilotée par le Japon, les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine. La cérémonie de lancement de la TICAD 8 a eu lieu à la Maison de la Presse, dans la commune du Plateau. Reportage signé Serge Pacomdidi et Franck Quadio. La Côte d'Ivoire accueille ce vendredi 30 septembre la 8e édition de la TICAD, programme de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. En prélude, ces échanges ont du sens et situent l'intérêt de la tenue de l'événement en Côte d'Ivoire. Les pays qui accueillent la TICAD, nous savons quelle manne que ces pays récoltent pour la création d'emplois, pour le secteur privé, pour le renforcement des capacités même des membres du gouvernement et de tout le secteur public. Si on a choisi la Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara a joué un grand rôle. C'est elle-même qui nous a vraiment rassurés de tout le soutien du gouvernement ivoirien. Le financement et le renforcement des capacités de la presse privée font partie des priorités de la TICAD 8 à Abidjan. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'Association des éditeurs apportent leur soutien. C'est dans ce genre de sommet que tout se décide. Si nous sommes en marche, nous avons beaucoup à perdre. Si nous participons et qu'on voit notre implication, il est clair que les retombées seront pour tous et que notre secteur qui est sinistré en ce moment pourra vraiment bénéficier de beaucoup de choses. Comme vous le savez, le combat de l'Union, c'est de faire en sorte que nos entreprises de presse puissent véritablement retrouver en tout cas leur bonne santé financière. L'analyse des forces et faiblesses de la TICAD, la production de vaccins sont entre autres les questions abordées au cours de ce 8e sommet de la TICAD.
On reste dans la commune du Plateau, précisément à la maison du patronat, où la 3e édition du Forum de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Afrique a ouvert ses portes en présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce forum se donne pour objectif d'explorer les opportunités de financement devant permettre d'accélérer la transition énergétique. Récit d'Espérance Diakalé et Jean-Luc Bongo. Transition énergétique. Quelles opportunités de financement en Afrique? C'est le thème de cette 3e édition du Forum de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Afrique. Ce forum va permettre de s'interroger sur les modèles économiques et garantir l'accès de tous aux ménages afin de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Nous avons un certain nombre de localités en Côte d'Ivoire qui ne sont pas raccordées au réseau, mais pour lesquelles nous exploitons un réseau avec de l'énergie solaire, spécialement dans ces zones. Donc voilà, nous développons ce genre d'initiative et nous sommes à l'écoute, en liaison avec le ministère, pour pouvoir contribuer à ce que la Côte d'Ivoire soit vertueuse dans le domaine de la transition énergétique. Ce forum s'inscrit dans le cadre du plan d'action d'électrification mis en place par le gouvernement et qui vise à améliorer l'accès à l'électricité pour tous les ménages. La Côte d'Ivoire, notre pays, ambitionne, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être le hub énergétique de la sous-région afin de fournir à nos populations une énergie abondante, fiable et à coût compétitif, tout en respectant, bien entendu, ses engagements au plan national et régional. La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition a été marquée par plusieurs activités, notamment des panels sur diverses thématiques, des visites de stands et des rencontres B2B. En vue de renforcer les capacités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en matière de lutte contre la fraude documentaire dans les régions frontalières aux différents points de passage frontaliers, commissariats mixtes et au sein des écoles de police, un projet de gestion des frontières vient d'être lancé, projet établi par le Centre national pour le développement des politiques migratoires en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, financé par la Confédération suisse. Evelyne Yoboué, Franck Quadio. Lutte contre la fraude documentaire et l'insécurité dans les régions frontalières de la Côte d'Ivoire, un combat à mener selon le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Un projet intitulé « Gestion des frontières en Côte d'Ivoire » est alors mis en œuvre pour le renforcement des actions de la police nationale en matière de fraude documentaire. À cet effet, 80 agents de la police nationale bénéficieront d'une formation. 10 commissariats seront équipés avec les équipements, avec les outils pour détecter plus facilement les faux documents et aider à combattre contre l'immigration illégale, aussi les criminalités. Il faut apprendre aux gens comment utiliser ces équipements. Ce projet vient renforcer les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans la recherche de la sécurité et d'une meilleure gouvernance de ses frontières terrestres. Pour nous, c'est un appui extrêmement important, extrêmement décisif, qui arrive à point nommé, et cela nous montre que les partenaires au développement sont présents à nos côtés dans l'élaboration de ce document de cadrage. Monsieur le ministre de l'Intérieur m'a chargé de vous dire qu'il souscrit entièrement et avec forte conviction à ce projet, dont la mise en œuvre aidera la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire dans sa vision de doter notre pays d'une politique de gestion de ces différents espaces frontaliers. Le Centre international pour le développement des politiques migratoires est une organisation intergouvernementale créée en 1993 par la Suisse et l'Autriche. Il a pour mission promouvoir les politiques migratoires innovantes, exhaustives et durables. En matière de sécurité routière, sachez que le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures à la direction générale des transports terrestres et de la circulation s'est exprimé sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour assurer la fluidité et la sécurité routière au cours de la tribune d'échange du CICG dénommée Tout savoir sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour, également les nouvelles contraventions du code de la route. Reportage signé Prunel Assoumou, commenté par Walter Amadou Ouattara. Les bouchons,
Les accidents et les ralentissements font partie du quotidien des usagers de la route. Ils sont généralement causés par l'incivisme routier. C'est toujours la même mauvaise conduite, surtout les chauffeurs de Baka. Ils conduisent très mal. Ça fait que moi j'ai très peur lorsque je veux monter. Je ne monte même pas dans les Baka. Et vraiment on conduit, mais ce n'est pas fiable. Parmi nous font n'importe quoi. Et nous-mêmes quand on conduit, ça nous fait mal. Alors que le taxi, on est professionnel. Donc quand c'est comme ça gagne nos noms. Donc si l'État avait envoyé des choses pour vraiment mettre en règle la conduite, je pense que ce n'est pas mauvais. Relativement à ce constat, le ministère des Transports monte au créneau avec la mise en place d'une réforme. La composante majeure porte sur les nouvelles contraventions du Code de la route. Le sujet alimente les discussions de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Le ministère des Transports a engagé une réforme avec plusieurs composantes, notamment la révision du cadre institutionnel et réglementaire. Le gouvernement engage notamment de favoriser le changement progressif des comportements des usagers de la route à travers un dispositif de diffusion d'informations, mais également des sanctions pour tout contrevenant. On retiendra de son exposé que l'amende forfaitaire et le permis à points sont des réponses à l'incivisme routier. Le permis à points apparaît comme une des solutions à la montée de l'incivisme constaté sur nos routes. L'amende forfaitaire, comme on le sait, est une disposition réglementaire qui permet d'éteindre l'action publique. Les automobilistes se disent satisfaits par ces nouvelles réformes. Aujourd'hui, on sait que quand on roule, on est plus seul sur la route. On n'a plus besoin d'un agent d'APJ sur la route. On sait qu'il y a des caméras qui sont là. Donc ça fait qu'il y a un peu de prudence et ça améliore un peu les conditions de conduite. Il y a des avancées. En ce qui concerne la vidéo-verbalisation, plus de 5 millions d'infractions ont été enregistrées de septembre 2021 à août 2022, dont 2 millions de cas d'excès de vitesse. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, jeudi 29 septembre 2022, 20 nouveaux cas de Covid-19 sur 621 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 20 guéris et 2 décès. À la date du 29 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 208 cas confirmés, dont 86 338 personnes guéries, 826 décès et 44 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 628 106. Le 28 septembre 2022, 5 085 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 750 623 doses du 1er mars 2021 au 28 septembre 2022. En cette période de rentrée des classes, le ministre conseiller du président de la République, Ali Koulibaly, solidaire des parents d'élèves de la sous-préfecture de Niéméné, il a offert plusieurs lots de kits scolaires au profit des écoliers de la localité de Niéméné, 17 villages de la sous-préfecture. Ali Koulibaly promet d'autres lots et kits en faveur des écoliers des sous-préfectures de Boniéré et Fambolo. Charles Tatou nous en parle. Ces nombreux kits scolaires, une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves démunis en cette période de rentrée des classes, sont des dons de Ali Koulibaly, ministre conseiller du président de la République aux écoliers de la ville de Niéméné et des 17 villages qui composent la sous-préfecture de même nom. Pour l'émissaire du ministre conseiller du président de la République, cette action de grande portée sociale marque la solidarité du donateur aux parents d'élèves de la sous-préfecture de Niéméné. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, tient à ce que l'école soit accessible. Il tient également à la gratuité de l'école. Et vu les difficultés que rencontrent certains parents, son conseiller spécial a bien voulu venir dans sa sous-préfecture et distribuer ces kits-là à ses parents pour que les enfants puissent aller à l'école tranquillement. Et en plus de cela, il compte très prochainement servir les autres sous-préfectures qui restent, notamment Boniéré et Fambolo. Cadres, enseignants et élèves bénéficiaires traduisent leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Vraiment, c'est un soulagement pour les parents
Et puis vraiment les enfants, il a mis du baume au cœur chez les enfants. Ce sont au total 3158 kits scolaires repartis selon les classes primaires. 554 au CP1, 562 au CEP2, 619 au C1, 456 au CE2, 455 au CM1 et 512 au CM2. Avec ces kits scolaires, les bénéficiaires profiteront de leur droit à l'éducation. Reportage signé Charles Tatou. Les escargots dans leurs assiettes, les Ivoiriens en raffolent. Savez-vous que l'héliculture ou encore l'élevage d'escargots est une activité très rentable et moins pénible et que cette activité est en plein essor dans la région de Bouaké. Un projet intitulé Un jeune, une ferme d'escargots est d'ailleurs expérimenté dans plusieurs villages de la commune de Bouaké. Constat avec Soro Corona. Joël Kouna, restauratrice, ne trouve plus d'escargots sur le marché. Pour satisfaire la clientèle, Joël est obligée de se rabattre sur le lycée-culture pour se ravitailler. Elle est dans le village de Kwangbambo pour signer un partenariat avec un producteur d'escargots. Les fermes, là c'est sûr. Parce que de nos jours, dans les forêts, c'est pas évident. Et puis c'est cher sur le marché. En temps, dans les fermes, je pense bien qu'eux peuvent me ravitailler à tout moment. On peut compter sur moi parce que la ferme contient beaucoup d'escargots ici. Il y a d'autres qui sont prêts à être consommés. Les lycées culture, l'élevage d'escargots connaît un essor dans la commune de Bouaké. À Alokokro, Benjamin Koufi s'est aussi lancé dans cette activité. L'escargot se nourrit de tout ce qui est en bouche. Feuilles de papaye, taro, patates, salade, sauf le sel qui est très facile. Ça ne me prend même pas, ça m'occupe pas trop. Quand ils ont leur nourriture, moi aussi je vais à d'autres occupations. Ramassés en grande quantité dans les forêts en saison pluvieuse, les escargots sont désormais rares. L'élevage reste le seul moyen efficace pour la préservation de cette espèce animale. Les feux de brousse, les produits qu'on prend pour pomper les villages, les champs, font que l'espèce est en train de disparaître. Donc l'élevage est primordial. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu l'élevage de moutons, il y a l'odeur. L'élevage de poulets, il y a l'odeur. Mais l'élevage d'escargots, ça n'a pas d'inconvénient ni d'odeur pour la population. Moi, je pense que c'est l'élevage essentiel. À partir d'1 an déjà, tu peux vendre des escargots. Un seul escargot peut pondre jusqu'à 400 œufs. Si tu as une ferme qui contient au moins 200 escargots, si tu prends un prix forfaitaire, tu peux faire du cadeau aux gens. Venez prendre à 100 francs, 100 francs. Imagine-toi 40 000 escargots multipliés par 100 francs, ça te fait combien de millions? Les jeunes ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Ce projet-là, ça a été dans ma cour, dans mon village. Je suis très content. Je suis malade, mais en tout cas, avec ça là, je suis un peu guéri. Face à la multiplication rapide des escargots, le problème d'agrandissement des fermes s'impose. D'ici 6 mois, les escargots ne peuvent pas contenir les différents fermes. Le premier adjoint au maire de la commune de Bouaké, Paul Dakio, qui soutient le développement de l'héliculture, appelle la jeunesse à s'intéresser à cette activité. L'héliculture est aujourd'hui la voie pour sortir les jeunes de nos villes de la précarité. Donc nous les encourageons à embrasser l'héliculture. À terme, ce sont plus de 200 jeunes qui seront installés. De ce projet, les jeunes s'engagent à faire de Bouaké la première zone de production d'escargots en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Soro Corona. En religion, la communauté musulmane de Kong prépare activement la célébration du Mawlud 2022 dans la commune. Des rencontres islamiques sont organisées pour le bon déroulement de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Un événement religieux qui va accueillir des milliers de fidèles musulmans dans la localité. Kader Sogodoko. La communauté musulmane de Kong prépare activement la célébration du Mawlud 2022. Pour un déroulement correct de cet événement religieux, la communauté islamique organise une rencontre pour annoncer l'organisation de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Les initiateurs assurent de la bonne tenue de cette célébration qui sera consacrée à la promotion de la paix et de l'unité. Un événement très important pour la communauté de Kong, le Mawlud. Vous savez que Kong est une terre sainte, c'est une terre musulmane et l'anniversaire de notre prophète, est une occasion de retrouvailles, c'est une occasion pour parler de Kong, de parler de développement. Pour le Mawlud 2022, plusieurs talibés et fidèles musulmans viendront des 4 coins du pays. Cette cérémonie religieuse sera marquée par des formations islamiques, la lecture du Saint-Coran et la sensibilisation sur la cohésion sociale. Aussi, les croyants auront droit
à des causeries religieuses axées sur la vie et l'œuvre du prophète Mahomet. Également, des prières seront dites pour une Côte d'Ivoire de paix et de stabilité. La célébration est prévue dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, des tirs ont été entendus tôt ce vendredi 30 septembre dans la matinée à Ouagadougou, dans le camp de Babassi et dans les environs du palais présidentiel de Kosiam. Selon des témoins, le président de transition à Ouagadougou, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, va bien. Aux dernières nouvelles, le signal de la radio-télévision au Burkina Faso serait coupé, son siège encerclé depuis la nuit dernière par des militaires. À la mi-journée, les principales artères et les carrefours de la capitale sont toujours contrôlés par des militaires armés. Et dans le quartier Ouaga 2000, où se trouve le palais présidentiel de Kosiam et le quartier des ministères, au rond-point des Nations Unies, ou encore dans le centre-ville, autour du siège de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.